donc qu'à la deuxième lecture de cette proposition de loi qui a été considérablement remaniée par le Sénat. La commission spéciale a rétabli pour l'essentiel les dispositions que l'Assemblée nationale avait votées lors de sa séance de décembre 2013. La Haute Assemblée, passée à droite lors des dernières élections sénatoriales, avait rétabli le délit de racolage, ce qui démontre une certaine constance dans la volonté de criminaliser les personnes prostituées depuis 2003. C'est en effet à cette date que ce délit avait été voté par l'ancienne majorité. L'objectif du gouvernement de l'époque était sans équivoque. Il fallait d'abord répondre aux préoccupations des riverains en matière de nuisances et de troubles à l'ordre public, et d'autre part, lutter contre les réseaux étrangers de proxénétisme. Plus de 10 ans après la mise en place du délit de racolage, le constat, lui aussi, est sans équivoque. Cette disposition n'a pas rempli ses objectifs en matière de lutte contre les réseaux et a eu pour principal effet d'aggraver la situation de précarité et de stigmatisation des travailleuses et travailleurs du sexe. De surcroît, cette disposition a servi de levier pour la reconduction à la frontière pour les personnes prostituées en situation irrégulière. Ce délit est à l'origine de la pression accrue des forces de police sur les prostituées, comme nous pouvons l'observer en ce moment à Belleville, sans que les réseaux de proxénètes ni de traite n'aient eu à souffrir de l'action des forces de l'ordre. L'Assemblée avait abrogé ce délit, le Sénat l'a réintroduit à notre commission, l'a supprimé. Mais que de temps perdu depuis le vote du Sénat de la proposition de loi de la sénatrice Esther Benbassa, qu'il avait fait abroger dès 2012. C'était une demande ancienne des associations venant en aide aux travailleuses et travailleurs du sexe, ainsi que des institutions comme le Conseil national du sida ou la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Pour le reste, le texte issu de la Commission comporte des mesures visant à lutter contre le proxénétisme et la traite, discutables, non pas dans ses finalités, mais dans ses modalités. C'est le cas de l'article 1, avec le blocage administratif et le déréférencement des sites, dangereux et inefficaces. Je rappelle que lors de nos débats en première lecture, le gouvernement, par la voix de la ministre Najat Vallaud-Belkacem, doutait très fortement de l'efficacité et de l'effectivité d'un tel blocage dans la mesure où les proxénètes peuvent dupliquer immédiatement après les sites sur d'autres serveurs, préférant le signalement des infractions aux autorités. Un amendement gouvernemental avait d'ailleurs supprimé les alinéas 4 à 8. La commission spéciale a préféré ne pas s'attarder non plus sur les rôles respectifs du juge et de l'autorité administrative. Lors de nos débats en commission, Madame la rapporteure, vous avez fait adopter un amendement sous couvert de rédactionnel qui a introduit le déréférencement, qui est une charge pour les finances publiques, sans tenir compte de l'avertissement que j'avais formulé, et j'espère que nous aurons une réponse très claire de la commission des finances. La raison, je crois, en est simple. Il vous faut, coûte que coûte, tenter de démontrer que votre texte lutte contre le proxénétisme et la traite. Or, il n'en est rien, malheureusement. La lutte contre les réseaux de proxénétisme et de traite, c'est l'angle mort des politiques publiques depuis fort longtemps. Prenons des chiffres du casier judiciaire. On constate, par exemple, pour la simple année 2009, 2315 personnes ont été mises en cause pour racolage. Simplement et seulement 465 personnes ont été mises en cause pour proxénétisme et proxénétisme aggravé, et aucune d'entre elles n'a été condamnée. Quant aux mécanismes prévoyant de régulariser des victimes du proxénétisme en échange de leurs témoignages, ce sont seulement 79 personnes qui en ont bénéficié. Face au proxénétisme et à la traite, l'article 1er ter propose aussi un accompagnement des victimes de la traite qui pourraient disposer d'une identité d'emprunt et d'un suivi au long cours pour échapper à leur réseau. Cet article s'inspire de 2 amendements du groupe écologiste sur la domiciliation et l'identité d'emprunt, et c'est une bonne chose. Qu'en est-il des autres piliers du texte, et notamment du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle? Le texte instaure une instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution et qui opère un strict contrôle. C'est sans doute cela qui justifie la présence de la police et de la gendarmerie en son sein, dont nul n'ignore les relations conflictuelles avec les travailleuses et travailleurs du sexe. L'engagement dans le parcours de sortie exige l'arrêt immédiat de la prostitution, comme si du jour au lendemain, on pouvait changer de vie, comme si jamais dans un tel parcours, le retour à la prostitution n'était même possible ou envisagé, comme si les vraies et seules victimes étaient celles et ceux qui tournent définitivement le dos à la prostitution. Cette hiérarchisation des victimes est choquante. Concernant l'admission au séjour des étrangers victimes de la traite ou du proxénétisme, le Sénat a apporté, comme cela a été rappelé, plusieurs modifications substantielles à l'article 6 de la proposition de loi dont l'objet est de faciliter l'admission au séjour des victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme. Il a, en premier lieu, prévu que la délivrance d'une carte de séjour temporaire aux victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme ayant déposé plainte
ou témoigner, permise par l'article L. 316-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait de plein droit. Le Sénat a en second lieu modifié le nouvel article que je viens d'évoquer, et donc il a prévu que la délivrance de cette autorisation provisoire du séjour serait de plein droit, je l'ai dit. Il a aussi relevé sa durée de 6 mois à 1 an. Il a par ailleurs supprimé la condition de cessation de l'activité de prostitution et il a enfin rendu son renouvellement automatique pendant toute la durée du projet d'insertion sociale et professionnelle. Je regrette, et je le dis fortement ici à cette tribune, que sur une telle question, le Sénat se montre plus ouvert, plus généreux que notre rapporteur. Notre rapporteur a prévu qu'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 6 mois serait accordée. Je voudrais, chers collègues, comme l'a rappelé tout à l'heure ma collègue Buffet, que nous en restions au texte du Sénat sur cette question. La proposition que notre rapporteur nous propose d'adopter, de revenir à 6 mois sous prétexte de ne pas favoriser l'appel d'air, relève d'une méconnaissance de la situation des migrants et des procédures administratives à l'œuvre. Si nous voulons en effet lutter contre la traite, contre le proxénétisme ou la prostitution, c'est à la précarité qu'il faut s'attaquer et non pas aux victimes. Un titre de séjour provisoire de 6 mois, c'est maintenir des individus vulnérables dans une situation d'une grande précarité, qui trouve du travail, qui trouve un logement, qui parvient à faire des projets quand il faut passer plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous en préfecture et préparer le dépôt de son dossier. Personne ne peut décemment sortir de la prostitution si elle est maintenue dans une telle situation. Sous couvert de lutte contre le proxénétisme et la traite, il s'agit en fait de lutter contre l'immigration irrégulière. Je dis les choses telles qu'elles se présentent et telles qu'elles sont. Enfin, sur la pénalisation de l'achat de tout acte sexuel, la position très majoritaire du groupe écologiste est la même qu'en première lecture. Madame la rapporteure, qui n'est plus au banc, je lui avais dit, est convaincue que la pénalisation des clients tarira la prostitution, affaiblira les réseaux et sera le point d'orgue d'une nouvelle politique d'égalité entre les hommes et les femmes. Sa détermination se fonde sur la croyance qu'il ne peut jamais y avoir de consentement dans un acte sexuel tarifé. Pour notre rapporteur, c'est inconcevable. À ses yeux, la prostitution est toujours un esclavage où les femmes sont la proie du désir et de l'exploitation des hommes. De la diversité des situations, de la complexité des motivations, il n'est jamais question. Les personnes prostituées ont été dans l'histoire considérées comme des dangers sociaux. Avec ce texte, elles deviennent des inadaptées sociales, incapables de juger par elles-mêmes. C'est encore et toujours une seule et même vision de la réalité, celle d'un monde en noir et blanc, des femmes toujours victimes, des hommes toujours coupables. C'est toujours la même approche que l'on confond sans hésitation proxénétisme, traite et le fait de se prostituer. L'exemple suédois dont vous vous inspirez mérite une analyse critique et contradictoire. Les chiffres avancés et le bilan dressé sont nuancés et même contredits par des institutions internationales comme le Programme des Nations Unies pour le développement. Jamais de mise à distance critique, jamais d'études comparatives établies sur des critères scientifiques dans nos discussions. Est-ce que tout est bon à prendre dans l'exemple suédois? Doit-on s'inspirer d'une tradition de répression dans le contrôle des conduites individuelles qui avait conduit, par exemple, ce pays, il y a quelques années, pour mieux lutter contre le sida, disait-on à l'époque, à rendre obligatoire la déclaration pour tout citoyen de sa séropositivité? Les politiques de pénalisation entraînent une aggravation de la précarité des personnes prostituées. C'est un fait. Les organisations internationales comme ONU-SIDA, l'OMS et la Commission mondiale sur le VIH et le droit sont largement d'accord sur ce point, tout comme les organisations françaises qui travaillent quotidiennement à l'accompagnement sanitaire des prostituées. Les risques liés à l'exercice de la prostitution existent. La précarité et l'isolement induits par des mesures législatives répressives les décuplent. Le rapport de l'IGAS, publié en décembre 2012, évoquait des écarts d'1 à 20 dans l'estimation du nombre des personnes qui se prostituent. Madame la rapporteure, mais aussi Madame la secrétaire d'État, notre président de commission spéciale, vous n'avez pas à hésiter à asséner des chiffres rarement sourcés, jamais contextualisés, parfois même inventés encore aujourd'hui, pour donner corps à cette croisade. Vous n'avez pas hésité à l'habiller d'une prétendue expertise statistique. Ce texte prétend parler au nom des victimes sans jamais considérer leurs paroles, sans jamais considérer que leurs paroles soient légitimes. Ce que je condamne, ce que d'autres condamnent sur ces bancs, c'est le fait que des femmes, que des hommes soient contraints à la prostitution pour le compte d'autrui. Ce que je condamne, c'est la promotion d'une forme de paternalisme d'État par un féminisme répressif qui pourra sans difficulté cohabiter avec l'État proxénète. Ce que je condamne enfin, et c'est à l'œuvre depuis le début de nos débats, c'est la sainte alliance entre la droite conservatrice et une gauche bien pensante en œuvre pour l'adoption de ce texte. C'est en donnant
et en ouvrant des droits que l'on permet à chaque femme, à chaque homme de gagner en dignité, de s'émanciper. C'est en donnant accès aux droits communs à chaque citoyen, à chaque individu que l'on lutte contre la stigmatisation. Ce n'est pas la voie que vous avez choisie et donc le groupe écologiste ne vous suivra pas.